Alors, je n'aime pas le froid, je n'aime pas la pluie, je déteste ça même. Mais il faut bien reconnaître que l'automne, c'est la saison parfaite pour le type de lecture que j'adore, c'est-à-dire tout ce qui touche aux frissons. Hello toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue chez Laurie's Art and Books où on parle de livres. Donc tu auras remarqué, on a changé un petit peu de cadre cette fois-ci. N'hésite pas à me dire en commentaire comment tu le trouves. Je pense que je vais filmer quelques vidéos ici parce que je suis assez à l'aise. Aujourd'hui, tu l'auras vu au titre, on va parler de frissons. La dernière fois, je t'ai fait des recommandations de graphiques dans le thème du frisson automnal. Cette fois-ci, je vais te recommander des romans dans ce même thème. Alors, il y en aura pour tous les goûts, je te rassure, du plus gore au plus soft. Quoique, ça reste des frissons, donc ne vous attendez pas à du cocooning. Il y aura peut-être une autre vidéo pour le cocooning plus tard. Mais en tout cas, aujourd'hui, on va être dans les frissons, on va être dans le thriller, dans les enquêtes, dans la mort, dans le surnaturel. Donc je vais te présenter en tout et pour tout 8 livres et on va commencer tout de suite avec Rouge de Pascaline Nolo, qui est un livre un petit peu horrifique qui s'inspire de l'histoire du petit chaperon rouge. Ici, on va suivre Rouge qui vit à Malon. La petite Rouge n'a pas de chance, elle est née avec une particularité sur le visage, c'est qu'elle a une grosse tache rouge, tu l'auras deviné. En plus de cela, sa mère a accouché dans d'atroces souffrances, sa mère était accusée de certaines choses et du coup, Rouge est rejetée par l'entièreté de sa population. Personne ne veut la toucher par crainte d'attraper une maladie apparemment qu'elle pourrait avoir ou alors d'être touchée par le diable, on sait pas trop. Et du coup, Rouge va approcher de l'âge de ses premiers sangs, ils appellent ça comme ça, mais en fait c'est les règles tout simplement. Et dans ce village-là, à chaque fois qu'une jeune fille a ses règles, il y a un pacte qui a été passé avec une sorcière qui dit que ces filles-là doivent suivre un chemin, suivre un loup en fait, vers cette sorcière et malheureusement aucune des filles n'est revenue. Donc quand Rouge va avoir ses règles, bah, tout le village en fait va le fêter ou au lieu de la plaindre tout simplement. Et du coup nous on va suivre Rouge dans ce périple. Alors je tiens à prévenir qu'il y a pas mal de trigger warning, que vous pourrez retrouver ce livre dans des rayons jeunesse slash young adult. J'ai vu par exemple que la FNAC le mettait à partir de 13 ans. Ce n'est absolument pas à partir de 13 ans. Je ne pense pas non plus que ce soit de l'adulte adulte, mais pour moi c'est du young adulte côté un petit peu 18 ans, je dirais. Il y a des choses très dures qui se passent, il y a des trigger warning pardon, à savoir, on a du viol, on a des violences physiques, des violences sexuelles, on a énormément de manipulation. Et puis je pense que c'est à peu près tout pour le coup. Et pourquoi je te recommande quand même cette lecture? Parce que c'est extrêmement bien écrit. L'écriture de Pascaline Nolo est très conte au final, c'est-à-dire que le fait de s'inspirer du petit chaperon rouge n'en fait pas une copie. C'est-à-dire qu'il y a très peu selon moi de ressemblance avec le petit chaperon rouge à part certains des personnages. Le petit chaperon rouge, la sorcière, on a un loup, etc., etc. Mais à part ces personnages-là qui sont présents tout simplement, l'histoire en elle-même est extrêmement différente du conte. Et du coup, même si vous n'aimez pas le conte de base, moi je vous conseille ce livre. Il est très bien écrit, on apprend à connaître les personnages, on a des plot twists qui nous donnent envie de vomir, je vais pas mentir. On a des personnages extrêmement gris, c'est-à-dire que l'auteur n'a pas mis de gants. Il se passe des choses horribles, il ne faut pas s'attendre forcément à du positif pour notre personnage principal parce qu'elle vit des choses dures. Il n'y a pas forcément de justice qui est attendue dans ce livre, donc c'est pour ça que je vous dis peut-être pas à ne mettre entre toutes les mains. Mais j'ai envie de dire, vu le thème de la vidéo, aucun des livres dont je vais vous parler est à mettre entre toutes les mains. On va passer dans du un peu plus soft, qui reste du gothique par contre, c'est Thorngrove de Cécile Guillot que j'ai lu également cette année. Dans Thorngrove, on va suivre Madeleine qui est contrainte avec sa mère et sa petite sœur de déménager pour aller chez une tante, donc une sœur à sa mère. Pourquoi? Parce que ses parents se séparent tout simplement. Je crois que son père a trompé sa mère, enfin bon, c'est une histoire un petit peu classique comme ça. Elles vont déménager, elles vont se retrouver dans une petite ville et au bord de cette petite ville, il y a un château, un manoir qui s'appelle, donc synopsis assez classique, on le sait, mais
En fait, ce livre, il est à mi-chemin entre le cocooning, le gothique horrifique. C'est-à-dire qu'il se passe des choses pas très sympas. Hein. Madeleine, elle va commencer à faire une enquête pour l'école de base sur ce manoir. Et puis petit à petit, sa petite sœur, qui de base est quelqu'un de particulier, va commencer à avoir un comportement très étrange. Et tout ça, c'est lié au manoir, au fait qu'il pourrait être hanté, mais peut-être pas. Bref, il y a plein de choses qui se passent. Et au final, quand on est dans ce livre, on se dit, bon, c'est de l'horrifique, du thriller gothique qu'on connaît un peu. Ça ressemble à du cocooning dans le sens où on sait ce qui va se passer. Non, pas du tout. Pas du tout, c'est-à-dire que l'autrice, elle n'a pas pitié des lecteurs. Au final, il se passe des choses qui sont vraiment pas très mignonnes dans ce livre. À titre personnel, je vais vous le dire, et je l'avais dit dans ma revue, j'ai pas aimé la fin. Je trouve qu'il y avait d'autres moyens de finir de façon un petit peu plus complexe, sans forcément... J'allais finir ma phrase en vous spoilant, mais sans forcément faire ce que l'autrice a fait. Pour autant, j'ai bien aimé la plume de l'autrice, elle est très simple. Voilà, c'est un livre qui se lit très très vite, il fait environ 250 pages de mémoire, c'est un turnover, vraiment un page turner. J'ai dit turnover, je suis désolée, je suis matrixée par le travail. Bref, c'est un page turner, il se lit très très vite, il te met dans l'ambiance gothique, dans la pluie, il fait froid, il fait humide, c'est vraiment pour ça qu'on va vers ce livre, et du coup, n'hésitez pas à lire Turnover. On va rester dans le gothique avec Mexican Gothic de Silvia Moreno Garcia. Donc Mexican Gothic, je l'ai déjà recommandé dans au moins une autre vidéo, je pense. Je l'ai lu l'année dernière, je crois. C'est un roman qui se passe au Mexique où on va suivre Isabelle, je crois. Je ne suis plus sûre. Bref, on a un personnage principal qui est une jeune femme même, mexicaine de bonne famille. Elle aime bien faire la fête, elle aime bien les paillettes, etc. Et puis un soir, son père va l'appeler et va lui dire, écoute, ta cousine qui s'est mariée il y a peu de temps avec un riche blanc dans un manoir, nous a envoyé une lettre bizarre disant que, en fait, c'est comme si elle se faisait torturer dans ce manoir, il y a quelque chose qui ne va pas bien, mais en même temps, elle ne peut pas venir. Donc, peux-tu aller voir ce qui se passe là-bas? Et du coup, notre personnage principal que j'ai appelé Isabelle, mais je crois que c'est pas du tout ça son nom, Natalia, je sais plus, bref. Je suis désolée. En tout cas, elle va se rendre à ce manoir-là et il va se passer des choses. Je vous dis tout de suite, ce livre est plutôt atmosphérique. Il n'y a pas énormément de plot, je dirais même plot twist, c'est-à-dire il n'y a pas beaucoup d'action, mais il y a beaucoup d'atmosphère. L'écriture de l'autrice va te mettre dans l'ambiance direct. C'est gore. C'est un livre qui est là pour te mettre mal à l'aise, même si au début tu n'en as pas l'impression, c'est-à-dire que c'est insidieux. Petit à petit, elle va mettre l'ambiance, il fait froid, il fait moche, bon en même temps on est vers les montagnes, voilà, il pleut, bon c'est un peu normal. C'est un château un peu morne, les murs sont un peu humides, bon ok c'est un vieux château, c'est un peu normal, mais même les personnages ils sont un peu bizarres, et puis petit à petit tu rentres dedans sans t'en rendre compte et tu te retrouves à être aussi angoissé à notre personnage principal, et il y a une partie de l'histoire où tu n'es même pas sûr que tu peux faire confiance à ce que le personnage principal croit, et c'est tellement bien écrit que ça te creep you out, je sais pas comment on dit ça en français, mais c'est pas un livre qui est là avec beaucoup de mouvements, c'est un livre qui est là pour te mettre mal à l'aise et pour te mettre dans une ambiance particulière. Pour moi ça a très bien marché, je vais pas te mentir, et du coup n'hésite pas. Mexican Gothic de Silvia Moreno Garcia, qui existe en français. D'ailleurs, tout ce que je vous ai présenté, sont traduits jusque là. Et du coup, ça n'allait pas durer, parce qu'on tombe sur un livre qui n'est pas encore traduit, et je ne comprends pas pourquoi, sur les sphères Bookstagram, on ne parle pas du tout de ce livre, ou plutôt de cette trilogie, même s'il me reste un livre de la trilogie à lire, mais le premier tome a été un coup de cœur. Je te parle bien évidemment de Not Even Bones de Rebecca Schaeffer, dont encore une fois, je vous ai déjà parlé dans une ou deux vidéos. Dans Not Even Bones, on va être dans une sorte de fantaisie urbaine, ou plutôt fantastique, roman fantastique un peu horrifique. On va suivre Nita. Les premières lignes du synopsis nous disent que Nita ne tue pas de
personnes extraordinaires. Nita ne revend pas leurs organes. J'ai dit personnes extraordinaires parce que en anglais, je sais plus comment il dit, c'est genre abnormal, un truc comme ça, mais en gros, des personnes qui ont des habilités particulières qui ne sont pas humaines, si tu veux, mais qui sont humanoïdes pour autant. Donc on te dit dans la première phrase que elle ne le fait pas, mais sa mère le fait. Et en fait, Nita, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dissecte les corps de ces personnes-là, et elle aime bien ça. C'est-à-dire que Nita a grandi dans un environnement où elle n'a connu que ça. Depuis qu'elle est petite, sa mère tue et revend au marché noir les organes de personnes qui ont des capacités particulières, et du coup forcément leurs organes ont des capacités particulières. On va avoir des personnages qui peuvent vivre dans l'eau par exemple, qui se nourrissent de corps putrifiés. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? On va avoir des personnes qui se nourrissent de la douleur des autres, c'est-à-dire on a un des personnages principaux qui adore torturer, c'est-à-dire que quand il torture, c'est littéralement sa nourriture. C'est-à-dire il te torture, tu cries à la mort parce que t'as mal, et lui il frissonne de plaisir parce que c'est ça sa bouffe. Voilà, ce que tu dégages avec ta douleur, avec ta douleur, c'est ce qui le nourrit. Tout ça pour te dire qu'on a des personnages franchement hauts en couleur. Bon, ils sont pas tous mauvais, hein, ça reste une mauvaise chose de vendre leurs organes sur le marché noir. Sauf que Nita, toute sa vie, elle s'est pas posé de questions, elle s'est dit bah écoutez, c'est pas moi qui fais de mal, c'est ma mère qui le fait, puis de toute façon j'ai connu que ça, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Sauf qu'un jour, c'est Nita qui va se faire kidnapper, donc elle va se faire kidnapper et elle va se faire revendre au marché noir. Donc en attendant de savoir qu'est-ce qu'on peut lui faire. Ah oui, parce que je l'ai pas dit, mais elle aussi, elle fait partie de ces personnes particulières, et je ne vais pas te dire quelle est sa particularité, je t'avoue, parce que je ne me rappelle pas très bien. D'ailleurs, il faudrait vraiment que je me lance dans le 3e tome, parce que ça fait longtemps. Bref. Dans tous les cas, c'est ça le synopsis. Et je pense que dans le synopsis, j'ai mis des petits points de ce qui fait que j'aime ce livre. Il est très, très original dans les personnages. On a des personnages, en fait, qui viennent de mythes nordiques et d'autres horizons. Je vais pas essayer de citer des pays alors que je ne connais pas très bien, ou des zones alors que je ne connais pas très bien, mais on a une originalité dans le casting, si tu veux. Par exemple, les Kelpies qui viennent je pense de mythes ou de folklore nordique, et en même temps on a que des personnages gris. Dans ce livre, vous n'aurez pas un seul personnage où vous allez dire c'est lui mon personnage principal, I'm rooting for him, he's a good person, he or she is a good person. No one. Eux tous ils sont gris. Même Nita, qui est notre personnage principal, je vous rappelle que de base son activité favorite c'est de découper les gens. Et elle y prend vraiment plaisir, elle ne s'en cache pas. Voilà, donc c'est vraiment c'est un bon livre. L'écriture en anglais est relativement simple. C'est vrai qu'on a un vocabulaire particulier dû au monde dans lequel on est, mais on n'est pas dans du médiéval, donc il n'y a pas de vocabulaire en fait particulièrement dur. C'est juste qu'au début, il faut apprendre les différents mots des différentes espèces qui existent. C'est tout. Donc je vous recommande vraiment fortement. Ce n'est pas spécialement horrifique, mais quand même, il y a des morts. Je pense que c'est classé young adult, mais je pense que vous savez maintenant, moi et les classements young adult, je trouve qu'on met du fourre-tout dedans. Pour moi, ça aurait pu être classé adulte. C'est juste que le comportement des persos principaux, effectivement, se rapproche un petit peu du young adult. Même si, voilà, comme je vous ai dit, on a des personnages principaux qui sont gris et qui ont une certaine profondeur dans leur motivation, dans pourquoi ils font les choses et leur psychologie. Putain, cette vidéo risque d'être un petit peu longue. Bon, on va continuer en se calmant un petit peu. On va repartir dans de l'atmosphérique avec Last Memory de Yukito Ayatsushi. Dans Last Memory, on est avec Shingo en 1999, il me semble, qui est un doctorant au Japon, qui vit sa petite vie de doctorant. Rien ne marche particulièrement bien, mais en même temps, sa vie n'est pas trop mal. Donc bon, il vit sa petite vie. Et puis, sa vie va basculer lorsqu'il va apprendre en fait que sa mère est atteinte d'une maladie dégénérative particulièrement fulgurante. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il apprend, en quelques mois en fait, l'état de sa mère va se dégrader. Et cette maladie ressemble beaucoup à l'Alzheimer, mais en fait fois 1000. C'est-à-dire que la mémoire de sa mère est énormément altérée, énormément effacée au cours de temps. Donc Shingo, au lieu en fait, c'est un personnage assez particulier. Je coupe un peu mon synopsis pour vous le dire. C'est pas un personnage pour lequel vous allez care a lot, mais soit. Donc Shingo, au lieu de s'inquiéter énormément pour sa mère, il va se dire, putain,
Est-ce que c'est héréditaire? Du coup, suite à ces questions-là qui se posent, il va se lancer dans une enquête pour retrouver la famille de sa mère et du coup retrouver est-ce qu'il y a des traces de cette maladie plus haut dans l'arbre généalogique tout simplement. Et au cours de son enquête, il va être atteint par des hallucinations très bizarres. Il va avoir du mal à faire la différence entre la réalité et ses hallucinations, alors que de base c'est une personne qui est en très bonne santé. Et voilà, je ne peux rien dire de plus. Si tu trouves que ce synopsis est flou, sache que tout le livre est flou, mais c'est pour ça qu'on l'aime. Dans Last Memory, on va être dans un livre qui est très atmosphérique et qui, un peu comme Mexican Gothic, est là pour te mettre mal à l'aise et te met dans la tête d'un personnage que tu ne peux pas toujours croire. Un personnage qui perd un peu la tête et du coup, on ne comprend pas toujours pourquoi. C'est-à-dire que même Mexican Gothic était plus tangible pour moi que Last Memory. Last Memory, j'ai fini ce livre, j'ai fermé et j'ai dit putain, l'auteur, il a réussi à me faire finir un livre que pendant 50% du temps, je savais pas trop si j'aimais, si je comprenais, j'étais perdue en fait. Mais la plume de l'auteur d'ailleurs, dont je vais présenter une autre œuvre juste après, mais la plume de l'auteur est telle que tu continues. Tu continues parce que tu te dis, c'est si fluide, c'est si facile à lire que pourquoi est-ce que je m'arrêterais? Je vais continuer. La plume est très belle, c'est très bien écrit, les personnages sont assez développés, le personnage principal est très particulier, comme j'ai dit, on ne s'attache pas forcément à lui, c'est un personnage, je vais vous le dire tout de suite, égoïste, que moi je n'ai pas apprécié, mais qui passe par des choses tellement bizarres que tu as envie d'être témoin de ces choses en fait. Il y a un petit peu de surnaturel qui n'en est pas. C'est-à-dire que, je sais pas comment te dire, on est dans la tête de quelqu'un qui est un petit peu malade mental sans l'être. Parce que quand on le rencontre, il ne l'est pas. Et à la fin du livre, on a un de ces plot twists, j'en perds ma voix. On a un de ces plot twists. J'ai rarement vu ça dans un livre. Et juste pour ça, je vous le conseille. C'est-à-dire que l'histoire en elle-même, je savais pas trop quoi en penser. Je savais que c'était plus côté positif parce que j'avais aimé. Mais je me disais, je sais pas, tellement d'onirisme, tellement de flou, est-ce que c'est ce que j'aime? En général, c'est pas ce que j'aime. Mais en fait, le plot twist dans la fin, j'étais en mode, you did that. Vraiment, chapeau. Du coup, on va enchaîner sur la deuxième œuvre de cet auteur que je vais te présenter. Il s'agit de Another en 2 tomes, qui existe aussi en manga et en anime, mais est-ce que j'ai regardé l'animé? Je crois, mais j'ai pas lu le manga, il me semble. Mais bref, Another en 2 tomes du même auteur, donc Yukito Ayatsuchi. Cette fois-ci, on va suivre un lycéen, pareil dans les années 1900, je pense 70 cette fois-ci. Il est en 3e 3, il arrive dans le village en fait d'enfance de sa mère, il déménage là-bas et il est en 3e 3. Et en fait, on va te raconter un mythe qui tourne autour de la 3e 3, qui est que des années et des années avant, il y avait une élève parfaite que tout le monde aimait, qui s'appelait Misaki. Tout le monde aimait Misaki, et en fait, Misaki est décédée. Elle est morte dans un accident, je crois, d'avion, de mémoire, enfin bref, elle est morte. Et c'était tellement choquante pour tout le monde qu'ils n'ont pas accepté sa mort, et ils ont continué à faire comme si Misaki était toujours dans la classe. Voilà, sa place est restée vide, et les gens prétendaient qu'elle était toujours là. À tel point que lorsqu'ils ont fait la photo de classe à la fin de l'année, il y avait Misaki qui souriait et qui apparaissait sur la photo. Oui. Et depuis cette histoire, dans la classe de 3e 3, chaque année, il y a une personne en plus, et tant que cette personne en plus n'est pas identifiée, il y aura des morts. Et bah, tu t'en doutes, notre personnage principal, le pauvre, il arrive dans le village, où est-ce qu'il se retrouve? En 3e 3, dans ce lycée-là. Voilà un petit peu l'histoire, c'est très intriguant. Cette fois-ci, on est moins dans de l'atmosphère, on est plus dans du gore. On va se retrouver dans un livre où les personnages principaux sont contraints de douter les uns des autres tout le temps parce qu'on ne sait pas qui est le mort, comme ça qu'il l'appelle. Donc on va être dans une constante enquête, c'est le côté thriller, mais en même temps il y a un côté un peu horrifique dans le sens où il y a pas mal de morts dans ce livre, des morts d'enfants, au point où il y a une frénésie générale qui se met en route, et même si ce n'est pas un huis clos, on a toujours cette sensation claustrophobe, qui est mise en place par l'écriture de l'auteur. Encore une fois, un peu comme Last Memory, il arrive à te mettre dans une c'est compliqué de parler. Il arrive à te mettre dans une atmosphère qu'il a choisie. Last Memory, c'était vraiment le thème du livre. Dans Another, c'est pas du tout le thème. N'empêche, il utilise ses talents
pour te faire croire à un huis clos, alors qu'au final, on est avec une classe où chacun rentre chez lui, il revient le lendemain. Parfois, ils font des sorties scolaires, etc. On n'est pas du tout dans du huis clos. Pourtant, dans l'écriture, tu es toujours dans la classe. Je parle pas de physiquement, mais je veux dire dans ta tête, tu es toujours dans la classe, tu es toujours en train de toi-même te demander qu'est-ce qui se passe. Quelle est la résolution de cette histoire? Est-ce qu'il y a une explication entre guillemets scientifique? Est-ce que c'est un complot? Qu'est-ce qui se passe? Et du coup, forcément, je ne vais pas te spoiler. Je te conseille de lire la duologie du coup Another. Encore une fois, c'est un page turner parce que c'est super facile à lire, Yukito Ayatsuchi. L'auteur a d'ailleurs, il me semble, écrit un troisième ouvrage qui n'est pas traduit, même pas traduit en anglais. J'ai un peu le seum parce que franchement, c'est l'une de mes découvertes de cette année. Mais en attendant, vous avez quand même 2 œuvres de Yukito Ayatsuchi que vous pouvez découvrir. Alors, c'était un peu long, mais il nous en reste encore juste 2. Prochain livre, je vais te présenter, d'ailleurs il est derrière moi, donc je vais en profiter pour te remontrer ma belle édition. Je te présente Who Fears Death, ou Qui a peur de la mort, de Nnedi Okorafor, ici dans ces éditions entre guillemets spéciales qui sont sorties chez Actu SF, super belle. Bon, ça existe aussi en brochet à 17 € je crois, et en... comment ça s'appelle déjà? En format poche. D'ailleurs, moi, la première fois que je l'ai lu, c'était en format poche. Alors, dans Qui a peur de la mort, on va suivre Onye Sonwoo. Onye Sonwoo est une enfant du viol. Je te mets directement dans l'ambiance. Onye Sonwoo est une enfant du viol dans un monde africain post-apocalyptique dans lequel la guerre fait encore rage. Sa mère a été violée. En plus par une tribu ennemie de la sienne. Donc imaginez, donc c'est les Okeke et les Nourou dans le livre, mais on va dire les noirs foncés et pour moi les clairs de peau / type arabe. Typé arabe, comme on peut voir Afrique du Nord, comme ça. C'est comme ça que moi je l'ai vu, mais j'ai compris que certaines personnes ont compris que c'était noir et blanc. Sauf que en lisant, moi j'ai compris que les Nourou, qui sont le côté clair, ne sont pas forcément blancs, mais moi j'aurais dit nord-africain, si tu veux. En tout cas, elle, sa mère était black, dark skin, c'est-à-dire noir foncé. Son père était un guerrier, enfin un tueur de guerre, si tu veux, Nourou, et il a violé sa mère et elle est née. Déjà, le statut d'enfant du viol fait qu'elle est rejetée. Sa vie est très dure et petit à petit, Onye Sonwoo va se rendre compte qu'elle elle recèle une magie en elle, une magie un petit peu ancestrale qui va la faire découvrir un danger qui la guette. Un danger interne mais externe à la fois. C'est très bizarre ce que Nnedi Okorafor a mis en place dans ce livre. C'est-à-dire que beaucoup de gens qui l'ont lu n'ont pas accroché parce qu'ils n'arrivaient pas à mettre de tangibilité dans tout ce qui est danger de Onye Sonwoo. On va être dans un livre où il va y avoir un voyage. Elle va avoir une quête, elle va avoir quelque chose à faire en fait pour sauver son petit monde à elle. Nnedi Okorafor ne va pas du tout préserver nos sentiments. Il y a des gens qui vont mourir, il y a de la violence qui va se passer, et en plus on a une fin à lambiquet. La fin, j'avoue, c'est l'un de mes livres préférés, c'est le livre qui m'a mis dans la lecture d'ailleurs. C'est l'un des livres en tout cas, ça et The Hate You Give et No Home, les 3 là, ils m'ont mis dans la lecture. Donc en fait, coup de cœur pour moi, mais coup de cœur peut-être parce que c'était l'une des premières African Futurism que je lisais, mais dans tous les cas, j'avoue que la fin, c'est soit tu l'aimes pas. Et moi, j'étais un petit peu au milieu, dans le sens où elle m'a brisé le cœur. Je suis pas en train de dire que ça finit négativement, pas du tout en plus. Mais c'est une fin à laquelle tu t'attends pas et t'es en mode, mais comment ça? Vraiment, madame, what are you doing? C'est quoi ça? C'est vraiment ça. Donc je comprends ceux qui n'accrochent pas forcément de ce côté-là. Sinon, pourquoi est-ce que j'ai mis Who Fears Death dans cette sélection frisson? Il faut savoir que Onye Sonwoo passe par des choses très dures. Il y a un côté un petit peu onirique où tout se passe dans un monde intérieur, dans une sorte de monde non tangible où elle arrive à rencontrer quand même des personnes via son pouvoir en fait. Et du coup, il y a un côté surnaturel mêlé à de la SF. Il faut savoir que Nnedi Okorafor fait beaucoup de SF, donc elle arrive à mêler les deux ici dans un monde post-apocalyptique qui est très tangible. Donc du coup, franchement, je vous le conseille. Par contre, oui, il y a beaucoup de trigger warning, notamment pour violences sexuelles, parce que la scène où on décrit ce que sa mère a subi n'est vraiment pas facile à lire. Quand moi j'ai lu la première fois Who Fears Death, j'étais moins sensible à ça. Quand je dis moins sensible, c'est-à-dire que ça reste une scène horrible, mais aujourd'hui, j'ai une sensibilité autre aux scènes de viol. Et je pense qu'aujourd'hui, je commence à lire cette scène, je saute et je continue.
because ma sensibilité en fait, ma santé mentale, je ne suis pas née pour ça. Donc juste âme sensible, faire attention à ça, vous n'êtes pas obligé, il n'y en a pas énormément non plus, mais n'hésitez pas à les sauter si c'est un peu trop pour vous. Et du coup, on va finir en beauté et en douceur avec Captive de Julie Jean-Baptiste, dont je vous ai encore une fois déjà parlé. De toute façon, là, ce top-là, ce sont des livres que j'ai aimés, donc forcément, si je les ai aimés, c'est que je vous en ai parlé à un moment ou à un autre. Mais Captive de Julie Jean-Baptiste est un thriller, cette fois-ci. C'est pas du tout de l'horreur, c'est pas du tout du surnaturel, c'est vraiment thriller. Qui va se passer dans une ambiance slash Amérique slash URSS. Donc ici, on va suivre un personnage, je ne peux pas vous dire le nom, parce qu'elle n'a pas le nom, elle n'a pas de nom pendant tout le premier tome. Donc on va la suivre, elle vit une routine machinale, tous les jours dans un appartement qu'elle ne sort pas, on comprend très vite qu'elle n'a pas forcément le droit de sortir, mais en même temps c'est sa zone de confort. On est dans la tête d'un personnage amnésique, elle n'a plus de mémoire, au point où elle ne sait pas pourquoi elle vit la vie qu'elle vit actuellement. Elle sait juste qu'elle a une routine qu'elle doit suivre, qu'il y a un gars qui vient la voir et prendre soin d'elle de temps en temps, dormir avec elle de temps en temps. On ne sait pas trop si il la séquestre, ou est-ce que c'est son protecteur, est-ce que c'est son petit ami, est-ce que c'est son frère, qu'est-ce qui se passe entre eux, on ne sait pas. Le pire, c'est que, étant dans sa tête, on ne peut pas lui faire confiance, parce que la madame, je sais pas si c'est un spoiler, mais je vais le dire quand même, parce que c'est un des thèmes, elle a plusieurs voix dans sa tête à un moment. C'est-à-dire, pas au début, mais plus on apprend à la connaître, plus on se rend compte que, psychologiquement, elle n'est pas juste rigide, elle a des voix. Des voix qui sont très différentes de la personne qu'elle est d'elle-même quand elle parle avec d'autres personnes. Et du coup, on suit sa vie. Je ne peux pas vous parler du plot principal parce que ce serait vraiment vous spoiler, sachant que le tome 1, donc c'est une série en cours, hein. Il y a 3 tomes qui sont sortis. De ce que je sais, le 4e tome sort en automne là, fin automne ou hiver, et ça devrait se finir en 5 tomes. Franchement, j'ai lu les 2 premiers tomes. Le 3e tome, il est là. Je le réserve, mais il va falloir que je le lise parce que trop envie. Mais je vous conseille vraiment Cap. Je reprends. Ça a dû couper de façon abrupte. Je suis désolée parce que je parle trop selon ma caméra. Mais j'étais en train de dire que l'écriture de l'autrice n'a rien de particulier. Voilà. Elle est simple. Elle est compréhensible. Il y a du langage particulier quand on passe du côté un petit peu ancien URSS, etc. Il y a ces ambiances-là, surtout à partir du tome fin tome 1, je crois. Je suis pas en train de dire qu'on se retrouve là-bas, parce que tout se passe, en tout cas dans le tome 1, tout se passe en Amérique. Mais l'écriture est assez fluide, facile à lire, en plus le livre est court, donc si vous avez envie de tester, n'hésitez pas, il est court, il est rapide, il coûte pas cher, il est disponible sur le site de l'autrice, c'est de l'auto-édition en plus, donc là, soutenez les auteurs auto-édités. Et l'ambiance, en fait, l'ambiance. C'est l'un des premiers et seuls thrillers, vrais thrillers, c'est-à-dire pas thriller horreur, pas thriller surnaturel, pas thriller. C'est l'un des seuls vrais thrillers que j'ai lu et j'ai adoré. Et du coup, franchement, je vous conseille. Après, prenez bien en compte le fait que, comme je vous dis, c'est l'un des seuls thrillers que j'ai lu. Je n'ai pas énormément d'expérience dans le domaine du thriller. Moi, ça m'a spooked un peu, ça m'a tenu en haleine, c'était très sympa, mais je ne saurais pas vous dire si c'est du vu et revu. Clairement, je ne saurais pas vous dire si c'est du vu et revu. À vous de voir via le synopsis que je vous ai donné, tout simplement. Bon, c'était tout pour moi. J'espère que parmi tous les livres que je t'aurais présentés, livres saga, et j'ai du mal à parler, hein, c'est compliqué. Bref, parmi tous les livres saga que j'ai t'ai présentés, j'espère que tu auras trouvé quand même ton bonheur, parce que franchement, ils sont tous des pépites. Et il y en a pour tous les goûts. Et n'hésite pas en commentaire à nous laisser tes recommandations à toi. C'est toujours la bienvenue. Franchement, moi je prends vos recommandations. N'hésite pas à t'abonner si t'es pas encore abonné à ma chaîne, hein. Merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, à tous ceux qui reviennent de temps en temps pour checker mes vidéos. Ça fait plaisir et du coup je te dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.